Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Delarosière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes ancien directeur du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France. Quel CV, et encore j'en oublie, on pourrait rester une heure à vous parler de votre CV, mais ce n'est pas le sujet. Vous sortez un nouveau livre chez Odile Jacob. On vous reçoit chaque fois pour vos livres, on aime bien vos bouquins. 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier. C'est chez Odile Jacob. Et dans votre introduction, parce qu'évidemment je l'ai lu tranquillement ce week-end, vous rappelez ce paradoxe, mais c'est bien vu, paradoxe de notre temps, des nouvelles technologies qui font qu'on a, vous dites, abondance de savoir et pauvreté du savoir. On a beaucoup d'informations, on a du mal à bien faire le tri, à bien l'ingurgiter, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a un écart entre la réalité et ce que l'on croit être la vérité. Et donc, nous sommes gouvernés en fait par des croyances que j'appelle des préjugés. Et je me suis intéressé à ces croyances parce que c'est elles qui ont déterminé la politique économique que nous avons poursuivie depuis une trentaine d'années. Et je me suis aperçu que les 10 sujets que j'avais choisis étaient en fait des sujets où le préjugé n'était pas fondé de manière rationnelle sur l'observation. Mais qui vient d'où? Parce que c'est quoi? C'est l'inculture économique, c'est un peu facile, en même temps c'est peut-être pas faux non plus. C'est peut-être une forme de paresse intellectuelle ou peut-être une vraie difficulté à comprendre des phénomènes qui sont complexes, on va pas se mentir. Oui, la politique monétaire est plus complexe aujourd'hui qu'elle l'était avant. Oui, mais il y a un peu de tout ça. Et il y a une origine un peu keynésienne derrière ces préjugés. Il y a un biais keynésien français, c'est ça? Oui, parce que, si vous voulez, Keynes a compris que le rôle de la demande interne était très important pour relancer une économie. Et c'est lui qui a un peu inspiré les politiques de Roosevelt dans les années 30. Et il avait raison. À l'époque, heureusement d'ailleurs. Il avait raison. Mais ce que les économistes n'ont pas bien compris, c'est que depuis Keynes, le monde est entré dans une financiarisation qui n'existait pas de son temps à lui, et que le système est devenu extraordinairement endetté. Et quand vous êtes très endetté, faire encore plus de relance par le budget, ça pose un problème. On est allé trop loin, Jacques Delarosière, dans la financiarisation de l'économie mondiale. Bien sûr. C'est une évidence? C'est une évidence. Avec des bienfaits et des méfaits? Écoutez, la hausse du crédit, c'est-à-dire de la financiarisation, c'est à peu près 2 fois la hausse de la production nationale annuelle. Mais ça permet d'acheter des voitures, des machines. Mais normalement, il y a une relation entre la croissance du crédit et la croissance de l'économie nominale, de l'économie, de la production. Et depuis les 30 dernières années, il y a eu une rupture de cette relation, et c'est le crédit qui galope 2 fois plus vite que la croissance économique. Et ça crée de la dette. Et la dette s'installe dans le système. Et pour l'instant, elle n'est pas un problème, parce que les taux sont bas, grâce aux banques centrales. Et d'ailleurs, c'est un des préjugés, on va commencer par celui-là. Le premier, vous dites, plus on émet de la monnaie, plus cela favorise la croissance. C'est vrai qu'on pense tous ça, et pour vous, c'est pas vrai, mais on se dit que ça remet complètement en cause ce qui est fait par les banques centrales depuis 10 ou 20 ans en même temps. Ben oui, mais regardez ce qu'elles ont fait. Elles ont créé beaucoup de monnaie. Mais pour faire quoi? Cette monnaie pour faire quoi? Et en réalité, les résultats de cette politique en matière de chômage, d'emploi, sont très discutables. Je crois même qu'ils ne sont pas discutables, ils sont malheureusement évidents. Et on a beaucoup fragilisé, ce faisant, le système financier, qui est quand même important pour la croissance. Oui, mais la question, Jacques Delarosière, au-delà de la quantité de monnaie qui est émise, c'est de savoir à quoi a servi cette monnaie émise quand les banques centrales rachètent des actifs financiers. Parce que l'objectif, c'est de passer par le canal des banques et donc du crédit. On fait baisser les taux et ça relance effectivement la demande de crédit, mais ça fragilise les banques. On voit les banques européennes qui sont fragilisées par cette courbe des taux qui n'est pas à leur avantage. La BCE n'a pas mandat pour financer l'économie réelle en direct, sans passer par les budgets ou sans passer par... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une partie de cette création monétaire qui a pénétré dans le crédit, et on peut dire que cette augmentation du crédit a facilité le financement de l'économie, mais une grande partie, peut-être la plus grande partie de cette création monétaire est allée dans les bulles d'actifs, c'est-à-dire qu'elle a permis l'achat d'actions et de titres de dette qui ont à ce moment-là pris beaucoup de valeur boursière, mais dont le rendement a beaucoup diminué. Et je le décris dans le livre, on a en fait énormément fragilisé le système financier en faisant cette politique monétaire. Ouais. Mais en même temps,
Alors, le préjugé numéro 2, il est dans le prolongement du préjugé numéro 1, parce que abondance de liquidité internationale, cette abondance de liquidité est une bonne chose. C'est ce qu'on pense tous, effectivement, c'est ce qu'on nous a vendu. Mais c'est un peu le même sujet, finalement, que le premier, non? Oui, c'est voisin, mais l'angle est plus international et plus la question c'est est-ce que cette hausse formidable de la liquidité internationale a contribué sur la période en cause, c'est-à-dire sur les 30 à 40 dernières années, est-ce qu'elle a contribué à la croissance mondiale? Et la réponse que je fais n'est pas conventionnelle, parce que vous avez eu les 30 glorieuses qui vont à peu près de la guerre jusqu'à la fin des années 70. Ouais. Et sur ces 30 glorieuses, il n'y a pas eu de création débridée de la monnaie internationale. Oui, mais il y avait une guerre avant. Non, mais il y avait encore un système de Bretton Woods qui était un système monétaire qui tenait ensemble les politiques économiques des pays membres, et il y avait des contrôles des capitaux. Et donc on n'a pas eu le côté débridé qui a commencé aux années 80, on n'a pas eu avant. Et donc c'est un petit peu, je veux dire, un petit peu inexact de dire que la croissance internationale de la liquidité a aidé ou a été même la condition de la croissance des 30 glorieuses. En réalité, ce n'est pas vrai. La croissance du crédit international, elle a commencé au début des années 80, et c'est au début des années 80 que les problèmes ont commencé. Que les problèmes commencent. Ouais. Et donc à vous écouter, Jacques Delarosière, je mets les pieds dans le plat, pardon, mais c'est volontaire, les politiques monétaires des banques centrales sont une calamité. Vous écoutez les taux d'intérêt réels, donc défalqués de l'inflation, nuls ou négatifs, c'est ce qui nous mène dans le mur au final, mais c'est ce qui a permis de sauver. En 2008, on allait tout droit vers un 1929 bis. Vous êtes né, je crois, en 1929. Oui, mais à moyen long terme, avoir des taux d'intérêt négatifs, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il vous faut quand même un peu d'épargne pour financer une économie. Et si l'épargne est taxée par des taux d'intérêt négatifs, vous n'obtenez pas ce résultat. D'ailleurs, Keynes était très prudent là-dessus. Il ne disait pas qu'il fallait que les taux d'intérêt soient bas. Il disait qu'il faut qu'ils soient suffisamment bas pour qu'on puisse entretenir le plein emploi, mais il ne faut pas qu'ils soient trop bas, parce que s'ils sont trop bas, on crée à ce moment-là une préférence pour la liquidité, comme il disait, c'est-à-dire que plutôt que de mettre de l'argent dans des titres où on vous taxe pour avoir ces titres, les gens préfèrent être en liquide. Et à ce moment-là, s'ils sont en liquide, ils ne créent pas de pouvoir d'achat dans l'économie. Ouais. Et ça, Keynes l'avait bien dit. Et donc, je trouve que l'utilisation que l'on fait de la pensée keynésienne pour justifier les taux d'intérêt négatifs est une aberration. Ouais. Les taux réels négatifs, c'était obligatoire en 2008. Après, la question, c'est de rester aussi longtemps, finalement. Et là, vous le racontez, alors je ne sais plus exactement comment vous le dites, mais finalement, quand ça va mal, les taux d'intérêt, les banques centrales font beaucoup pour lancer la machine. Et quand ça va un peu mieux, elles ne font pas tellement plus. Il y a une espèce d'asymétrie pour retirer toutes les béquilles monétaires qu'elles ont pu faire. Je résume bien. C'est tout à fait exact. C'est un système asymétrique. C'est ça qui nous conduit dans le mur, non? Écoutez, si j'ai bien compris. Enfin, je dénonce ces choses-là depuis très longtemps et malheureusement, maintenant... ça fait 10 ans qu'on est sans crise. On n'a pas eu de crise depuis 10 ans. Hein. En dehors de la crise des dettes souveraines en zone euro. Il n'y a pas eu de bulle, il n'y a pas eu d'explosion de bulles financières depuis 10 ans. Donc ça tient. Parce que c'est vrai que vous avez raison, il y a trop de dettes à l'échelle du monde. Les chiffres sont têtus et le montrent très bien. Mais, et on sait que sûrement beaucoup d'agents, Jacques Delarosière, ne vont pas supporter ce jour où les taux d'intérêt remonteront. Il faudra refinancer pour certaines entreprises qui sont mal notées ou d'autres. Mais elles le savent, les banques centrales. Donc elles feront tout ce qu'il faut, tout ce qui est dans leur pouvoir pour ne pas avoir la main trop lourde et pour ne pas provoquer la prochaine crise. Je suis naïf en pensant ça. C'est une description un peu optimiste des choses. Mais la vérité, c'est qu'on a créé beaucoup de monnaie, on a cru que ça allait créer beaucoup d'emplois, et on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Et moi, je pose le problème dans ce livre du hiatus entre la réalité sociale et économique, d'une part, et d'autre part, les idées, à mon avis, erronées, qui nous gouvernent et qui gouvernent nos gouvernants aussi. Et donc, je pense que l'excédent de la dépense publique, qui a été facilité par cette financiarisation dont nous parlons, est en réalité une calamité. Ouais. Et donc, on va de bulle en bulle en même temps. La réaction de Jérôme Powell, on le voit il y a 2 secondes, mais la Banque centrale américaine envoie des signaux comme quoi l'année prochaine, il n'y aura peut-être pas autant de hausses de taux que ce qui était prévu. Donc finalement, les leçons n'ont pas été tirées du passé. Mais si elle met trop de hausses de taux,
la Fed alors qu'on sait que la croissance américaine est très dépendante aussi on le sait, de ces hausses de taux. Si c'est pour trop les augmenter, provoquer une récession pour après les baisser, autant ne pas trop les monter rapidement. Non? Oui, ce que vous dites est très intéressant, mais d'un certain point de vue, ça justifie ce que je dis dans mon livre. Si la sortie d'une politique que j'estime mauvaise, parce que excessive, si la sortie de cette politique est tellement compliquée qu'elle peut entraîner des catastrophes si elle se fait, cette sortie, c'est que la politique n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas justifier une politique dont vous ne pouvez pas sortir. Et donc, je vous demande d'insérer cette notion dans votre argumentation. Alors, ils font ce qu'ils peuvent. Les Américains normalisent en effet leur taux d'intérêt parce qu'ils savent que le jour où il y a une récession aux États-Unis et ailleurs, il faudra des munitions. Il faudra les diminuer. Et s'ils sont à zéro, c'est très difficile de diminuer les taux en dessous de zéro. Et donc, ils sont en train de se recréer un peu de marge. On se dit que c'est une histoire qui finit mal quand même. On parle des retraites juste après, parce que vous parlez des retraites. Ça se finit mal. Il n'y a pas de rupture aujourd'hui dans la façon dont travaillent les banques centrales. Donc on voit d'ailleurs des marchés qui sont orientés à la baisse. Vous me direz après, des marchés qui ont doublé, perdent 10 ou 20%, c'est pas non plus une catastrophe. C'est une histoire qui se finit mal, ça? Et vous savez, Et comment elle se termine cette histoire? Quand vous avez beaucoup poussé à la hausse les actions et les dettes par une politique monétaire qui est celle que vous avez indiquée, le risque que vous avez, c'est la chute de ces valeurs. On y est là. C'est le percement des bulles. Ben, vous avez des bulles très importantes qui sont là, et en particulier la bulle de la dette. Qui est plus grave que la bulle sur les actions, si tant est qu'il y ait une bulle sur les actions? La bulle sur les actions, elle est aussi importante. Et vous avez vu la correction qui commence à se faire. Elle est importante et en même temps, quand on voit les ratios cours sur bénéfices par action, ce qu'on appelle les PER sur le CAC 40, à horizon 12 mois, on est à 12. 12, c'est moins que la moyenne historique est de 14-15. Donc quand on entend le mot bulle, si les profits à venir sont bien au rendez-vous, après c'est encore notre sujet, ça. C'est des matières qu'il faut regarder avec soin. Ce qui est certain, c'est que la valeur des price earnings, comme vous l'avez indiqué, aux États-Unis est 50% plus élevée que la moyenne historique. Alors, quand on me dit qu'il n'y a aucune bulle boursière aux États-Unis, je demande à voir deux fois. Vous êtes dubitatif. Encore un mot de la France, et d'ailleurs c'est le préjugé numéro 8 sur les retraites. Et vous dites que le problème des retraites en France, c'est le préjugé, résulte de la trop grande diversité des régimes. C'est pourquoi d'ailleurs le président Macron, c'est son diagnostic, ça. C'est ce qu'il nous dit, qu'il y a un problème d'équité, de lisibilité, et que ce n'est pas un problème de financement, en se basant d'ailleurs sur les rapports du COR qui montrent, Conseil d'orientation des retraites, que finalement, à horizon 10 ans, c'est qu'il n'y a pas non plus un problème de financement qui est démesuré. Bon, il y a quelques milliards à trouver à horizon 10 ans. Donc il a tout faux, d'ailleurs moi aussi, au passage, et on a tous tout faux sur la lecture du problème du financement des retraites à venir. Je crois que c'est un problème démographique, et ne pas le regarder est une erreur. Le problème démographique est très simple. Autrefois, il y avait 4 actifs qui finançaient un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,5 actifs à peu près qui financent un retraité. Ça va pas s'arranger. Et il suffit de faire de l'arithmétique simple pour comprendre qu'il n'est pas possible d'équilibrer un système de répartition dans ces conditions-là. Donc vous êtes obligé, à moins d'accepter une baisse des retraites, qui serait, à mon avis, très préjudiciable à nos concitoyens, il faut augmenter l'âge la durée, si vous voulez, de la vie active. Vous en êtes convaincu que si on ne diffère pas, si on ne part pas plus tard à la retraite, il faudra sucrer et réduire les pensions? Écoutez, c'est mécanique? C'est pas le discours ambiant qu'on a aujourd'hui. Écoutez, c'est mécanique. C'est une question de rapport démographique entre les actifs qui payent et les passifs qui reçoivent leur retraite. Et il faut maintenant bouger les curseurs, pas énormément, mais il faut les bouger. Et si on faisait un allongement de la durée active de 62 à 65 ans, on résoudrait une très grande partie
du problème Si tant est que ces seniors-là restent bien en entreprise. C'est très bien que souvent, ils n'arrivent pas à rester. On leur dit, théoriquement, oui, au lieu de partir à 62 ans, partez à 65 ans. Mais si les boîtes ne les gardent pas, ils se retrouvent au chômage. Et dans ce cas-là, il faut payer des allocations. Oui, Vous voyez, alors, si on veut être absolument sûr qu'on part tôt, il faut mettre la retraite effectivement à 60 ou 62 ans. Alors là, on est absolument sûr qu'on partira à ce moment-là, et voire un peu plus tôt. Mais si vous voyez venir, si les entreprises ne jouent pas le jeu de garder les salariés. Je vous assure, les taux démographiques et TAU démographique, il est absolument évident. Il n'y a d'ailleurs pas un pays européen qui a la même démographie que nous. Il n'y a pas un pays européen qui n'a pas porté l'âge de la retraite à au moins 65 ans. Donc il y a une erreur du président Macron. Française. Il y a une erreur du président Macron dans le diagnostic qu'il porte sur justement cette réforme des retraites. Moi, j'ai un diagnostic qui est un diagnostic purement démographique. Je pense qu'il faut allonger l'âge du départ à la retraite de quelques années. Que les gens comprennent qu'ils vivent plus longtemps. Et si vous voulez avoir une conception de la solidarité entre les générations, il faut que les seniors travaillent un peu plus longtemps qu'ils ne travaillaient, parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps qu'ils ne vivaient. Donc si on ne fait rien, il y a selon vous un vrai risque de chute des pensions, si on ne fait rien. Ah ben c'est absolument clair. Si on ne fait rien, les pensions baissent. Et donc, je crois que c'est un problème qui est très sérieux, et qu'il faut expliquer aux Français ce que je viens de dire. C'est que la démographie qui permet de vivre plus longtemps nécessite aussi que les seniors participent un peu plus longtemps à l'équilibre des régimes de retraite, et que ce n'est pas seulement les jeunes actifs qui vont le régler, ce problème, parce qu'ils ne pourront pas le régler. Ouais, en tout cas, ce n'est pas la grille de lecture du gouvernement, il n'y a rien qui est prévu, en tout cas, dans les plans du gouvernement qui va dans ce sens-là. Pour dire la grille de lecture du gouvernement, c'est un livre personnel où je dis ce que je pense. Exactement. Alors, je me trompe peut-être, mais ça m'étonnerait que je me trompe sur ce sujet-là, en tout cas. Merci en tout cas, je vous recommande donc le dernier livre de Jacques Delarosière, Ces 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier. C'est chez Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.